C'est parti. Alors bonjour, donc on est ici pour la soutenance du projet final de ma formation de Data Science avec Open Classroom et Centrale Supélec. Donc c'était un projet facultatif qui consistait à participer à une compétition Kaggle qui est organisée par l'entreprise Jane Street. Donc c'est une compétition qui est sur le thème du quantitative trading. Donc, cette présentation, le support de cette présentation sert aussi de rapport détaillé de mon projet. Donc là, dans cette présentation, je ne vais pas parcourir tout le détail. Pour ça, on a le rapport détaillé qui est là. Je vais m'attacher aux sujets principaux. En particulier, je passerai un peu vite sur la partie analyse des données temporelles, sur lesquelles j'ai fait pas mal de travail, mais je vais me concentrer sur les aspects qui sont les plus dimensionnants par rapport à la modélisation qui a lieu par la suite. L'objectif de cette compétition et de ce projet, c'est de réaliser un modèle qui est capable de se positionner sur des opportunités de trading. Donc, on a un dataset qui est fourni. Chaque ligne du dataset, c'est une opportunité de trading. Le modèle doit accepter ou refuser chaque opportunité. Donc, en cas de refus, le trade rapporte 0. Et en cas d'acceptation, le trade rapporte un retour positif ou négatif selon une formule qui est calculée. Donc, l'objectif, c'est de maximiser cette formule qui est un utility score, qui est calculé à partir des montants de retour de chaque trade. Donc, les contraintes de ce projet, c'est qu'on est sur des features qui sont anonymisées. Donc, les features, c'est-à-dire les variables en entrée, qui sont des variables qui ont déjà été travaillées par Jane Street, sont des features anonymisées. C'est difficile de savoir à quoi elles correspondent exactement. On est sur un rapport signal sur bruit qui est très faible, donc c'est difficile aussi de distinguer les prédictions fiables du facteur chance. Et vu qu'on est sur des données trading, la distribution de la variable à prédire peut fortement varier au cours du temps et pourra fortement varier sur le test set final d'évaluation de cette compétition. Et enfin, le système d'inférence, c'est-à-dire le système qu'on doit utiliser pour faire nos prédictions au niveau de notre modèle. Ce système d'inférence est fortement contraint au niveau du temps, c'est-à-dire qu'on a très peu de temps pour faire les prédictions et les prédictions doivent se faire ligne par ligne par le modèle. Donc, on a un sujet d'optimisation technique aussi des prédictions à réaliser par le modèle. Le dataset en lui-même, on est sur 2,4 millions de lignes avec 500 jours. Donc, on a bien plus d'opportunités de trading que de jours, puisqu'on est sur du quantitative trading. On a 131 features. Sur ces 131 features, on en a 130 qui sont des valeurs flottantes, donc des numériques, et une qui est un booléen qui vaut 1 ou moins 1. On a une variable weight qui est un poids qui est supérieur à 0, une variable resp qui est une variable de response qui est en fait le retour brut d'une opportunité de trading qui peut être supérieur ou égal à 0 ou qui peut être aussi inférieur. Et on a des variables resp 1, 2, 3, 4 qui correspondent à différents horizons de retour de trade. Et le gain ou la perte effective d'un trade correspond au poids de ce trade multiplié par le retour de ce trade, le resp, multiplié par l'action du modèle, c'est-à-dire 1 si on prend le trade, 0 si on ne le prend pas. Donc, voici les variables principales de ce dataset. La fonction d'utilité qui permet d'évaluer les performances. Je ne vais pas tout détailler ici, mais il y a deux parties principales. L'essentiel de cette formule est à droite, en fait, elle est en orange. C'est le gain du trade. Donc, on fait la somme pour l'ensemble des opportunités de trade. On fait la somme des poids, c'est-à-dire weight, fois le retour, fois l'action du modèle. Ça, c'est la partie principale de la formule. On a une partie en bleu qui est également une partie de régularisation qui pénalise la volatilité des prédictions. C'est-à-dire qu'on va privilégier dans ce score des modèles qui performent plutôt bien en moyenne, plutôt que des modèles qui vont avoir des pics de performance sur certaines prédictions en particulier. J'ai implémenté cette fonction d'utilité dans mes modèles pour évaluer leur performance. L'approche du projet que j'ai abordée, ça a été une approche machine learning classique sans réseau de neurones avec l'algorithme principalement XGBoost, qui est un algorithme de boosting qui fait appel à des mécanismes d'arbres de décision multiples qui sont entraînés les uns à la suite des autres sur les erreurs résiduelles
des arbres précédents. C'est l'algorithme fortement utilisé dans les compétitions Kaggle et j'ai souhaité progresser dans ma connaissance de cet algorithme et des méthodologies d'optimisation des hyperparamètres de cet algorithme. Donc, j'ai eu plusieurs étapes dans ma démarche, une analyse des données temporelles, une préparation des données et une première baseline. Ensuite, je vais décrire les améliorations que j'ai réalisées, la recherche d'hyperparamètres que j'ai réalisée avec validation croisée et l'optimisation finale que j'ai ensuite réalisée sur la base de meilleurs modèles. Donc, au niveau de l'analyse des données temporelles, on a déjà sur la communauté Kaggle différents notebooks d'analyse qui m'ont permis de me familiariser avec les données. Donc, je ne vais pas le détailler ici, mais le détail est dans le rapport. Donc, on a différents types de données. Certaines sont plutôt positives, négatives. Certaines sont plus ou moins bruyantes par rapport à d'autres. Ensuite, j'ai réalisé un clustering des métadonnées, puisque avec les features, on nous fournit des métadonnées qui décrivent à quoi correspondent les différentes features. Et j'ai réalisé un clustering qui permet d'indiquer qu'avec un nombre de clusters k égale 35, on a un clustering optimal. Donc, on distingue environ 35 groupes de features si on se base sur les métadonnées de ces features. J'ai également réalisé un autre clustering, cette fois sur la valeur des features. C'est-à-dire que j'ai regardé les différentes features et j'ai pu voir que regarder en fait le nombre de valeurs dans chaque cluster avec un nombre de clusters égal à 5 et la valeur moyenne des retours obtenus dans chacun de ces clusters. Et en fait, je vois qu'on a une bonne valeur prédictive portée par ces features puisqu'on a une bonne démarcation des clusters. Par exemple, on le voit sur le cluster rouge tout à gauche, on a un nombre de valeurs dans le cluster rouge qui est assez élevé, mais par contre, la valeur moyenne du retour n'est pas très élevée, comparé au cluster bleu, par exemple, qui a un nombre de valeurs beaucoup moins élevé que le cluster rouge, mais par contre, la moyenne des retours est beaucoup plus élevée. Ça montre que l'approche clustering ou l'approche KNN pourrait porter une valeur prédictive, et plus généralement, cette variable de retour peut être modélisée par les features. J'ai effectué une analyse de séries temporelles. Donc, c'est l'analyse principale que j'ai réalisée sur les séries temporelles sur ce projet avec un notebook dédié que j'ai partagé avec la communauté. Et je me suis posé un certain nombre de questions sur ces séries temporelles et sur la corrélation des différentes features. Donc, j'ai représenté les différentes features corrélées. On voit qu'on a différents groupes de features qui sont corrélés entre elles. J'ai fait une représentation temporelle de ces valeurs de features où on voit qu'on a des données qui sont globalement stationnaires avec des tendances locales, mais sans phénomène global de tendance, sans phénomène de saisonnalité clairement visible. On est sur des features qui ont déjà été beaucoup travaillées en amont. J'ai fait un test de stationnarité qui montre que les features sont stationnaires avec le test de Dickey-Fuller. Également, j'ai pu voir une analyse d'autocorrélation. J'ai représenté l'autocorrélation de Pearson pour différents steps possibles temporels entre les features. Et ce qui est intéressant de constater, en fait, c'est que avec un écart temporel de 1 entre chaque échantillon, c'est là où en général on obtient l'autocorrélation, le coefficient d'autocorrélation le plus important. Et cette autocorrélation décroît au fur et à mesure qu'on augmente l'écart dans le temps entre chaque échantillon. Ce qui tend à montrer qu'on peut faire une analyse sous forme de série temporelle, des échantillons tels qu'ils sont, les uns à la suite des autres sur ce projet. Même si l'autocorrélation est de 0,03, donc c'est assez faible, mais c'est un coefficient linéaire. Donc ça montre que l'aspect linéaire de l'autocorrélation est assez faible, mais ça permet quand même de voir que cet aspect linéaire de l'autocorrélation décroît au fil des steps. On a également certaines features qui représentent probablement le stock price. Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur cette présentation. Et j'ai également effectué une analyse au niveau de la technique financière du MACD qui consiste à faire une moyenne glissante court terme moins une moyenne glissante de long terme et de se servir de ces moyennes pour identifier des actions. Typiquement, on est sur une courbe de MACD en orange et une courbe signal qu'on calcule en rose. Et quand la courbe de MACD passe au-dessus de la courbe signal, c'est plutôt une indication d'achat. Quand la courbe passe en dessous, c'est plutôt une indication de vente.
J'ai également représenté une autre technique financière qui s'appelle la FFD, Fractionally Differentiated Features. En conclusion, sur ces analyses de données temporelles, ce que je peux dire, c'est que sachant qu'il y a un step de 1 entre les échantillons, on peut envisager des techniques liées aux séries temporelles. Et je l'ai fait en fin de projet, je pourrais le montrer, je l'ai fait en partie, mais à la toute fin, par contre, de mon projet. Et ça, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu déjà beaucoup de travail fait en amont sur les features par Jane Street. Donc, vu que les features ont déjà été beaucoup travaillées, vu qu'on en a quand même beaucoup et qu'en plus elles sont anonymisées, ça va être très difficile de faire un travail de feature engineering supplémentaire qui apporte vraiment une valeur par rapport à ce que Jane Street a déjà fourni dans ce projet. Donc pour la suite, je me suis plutôt concentré sur, par rapport à ces éléments que j'ai pu voir, je me suis plutôt concentré sur la modélisation à partir de ces variables déjà fournies. Donc, en termes de préparation de données et en termes de premier modèle en fait, de référence, première baseline, j'ai fait très peu de data cleaning sur ce projet puisque le feature engineering en amont a déjà été assez important. Simplement, la variable que moi je prédis dans mon modèle, c'est un booléen qui correspond à l'action du modèle. Donc, si le retour, le resp, est supérieur à 0, ça va être une action de 1, on prend le trade. Si le retour est négatif ou égal à 0, c'est une action de 0, on ne prend pas le trade. J'ai testé 3 stratégies d'imputation sur les données manquantes. Imputation par la moyenne ou à moins 999, ou laisser les données vides et laisser XGBoost les gérer seuls. Et la troisième solution, c'est celle qui fonctionne le mieux, c'est celle de laisser les données vides en entrée du modèle. Et j'ai testé 3 stratégies de suppression des outliers, suppression des z-scores supérieurs à un certain seuil, suppression des quantiles inférieurs ou supérieurs à un certain seuil, et laisser les outliers. Et il se trouve que la solution qui fonctionne le mieux, c'est, d'après les tests que j'ai réalisés, c'est de laisser les outliers. Donc, j'ai réalisé une première baseline totalement naïve avec un modèle random. Donc, si on prédit au hasard 1 ou 0, on obtient un accuracy de 0,499 et un score sur le test set de la compétition qui est à un utility score qui est à 2,5. Donc, on a vraiment là quelque chose de très, très basique. La stratégie que j'ai utilisée pour mes premiers modèles, c'est que j'ai un notebook de modélisation sur Kaggle qui me permet de faire une évaluation sur des test sets locaux ou sur mon test set local. Je sauvegarde ce modèle et ensuite j'ai un notebook de submit qui me permet de soumettre le modèle. Donc, ce notebook de submit permet d'obtenir les résultats du modèle sur un test set public caché de la compétition. C'est-à-dire qu'on a le droit de savoir quel est le score de notre modèle sur le test set caché, mais on n'a pas le droit d'accéder à ce test set caché, de voir quelles sont ces informations. Ça, c'est quelque chose qu'on peut soumettre à tout moment jusqu'à 5 submits par jour pour la compétition. Et en fin de compétition, les modèles seront évalués sur un test set final caché. Et donc là, pendant la compétition, on ne peut pas connaître le score. On n'a pas accès au test set final caché, ni ses valeurs de ces variables, ni le score que le modèle performera dessus. Alors, on a eu un aspect optimisation mémoire que j'ai dû réaliser sur ce projet. Au démarrage, j'avais diminué la taille des variables pour gagner en espace mémoire, mais il s'est avéré que ça a provoqué une perte de précision qui a pénalisé mes modèles. Donc, par la suite, je suis repassé sur la précision maximale des variables qui est en float 64 et j'ai mis en place des optimisations pour l'inférence aussi pour pouvoir produire des modèles qui prédisent rapidement. La première baseline que j'ai faite avec XGBoost a permis d'implémenter une première fonction d'utilité pour évaluer les résultats. Et avec des paramètres simples, j'obtiens un score après submit de 1006 et un accuracy de 0,66. Donc cette accuracy est fortement, il est beaucoup trop optimiste, cette accuracy de 0,66. Ça s'explique par ma stratégie de split. Au départ, cette stratégie de split était non chronologique. C'est-à-dire quand je séparais c'est-à-dire par rapport à mon training set, quand je séparais mes données d'entraînement et les données de test auxquelles je ne donnais pas accès à mon modèle, pour pouvoir tester mon modèle sur ces données-là, je faisais un split non chronologique, c'est-à-dire que les données de test n'étaient pas forcément liées, enfin les données de test n'apparaissaient pas temporellement toutes après les données d'entraînement. Donc,
J'ai utilisé ensuite une deuxième, donc j'ai mis en place ensuite des améliorations sur la base de cette baseline-là. Et donc j'ai mis en place une deuxième modélisation sous forme cette fois de split chronologique avec une mise en place d'hyperparamètres que j'ai également amélioré. Donc c'est ce qu'on voit au fil de cette présentation. Ce qu'on va voir, c'est qu'au fil des différents modèles que j'ai mis en œuvre, j'ai amélioré les performances à chaque fois. Donc là, je suis cette fois sur une stratégie de split chronologique, c'est-à-dire que le test set apparaît temporellement après le training set. J'ai mis en place des hyperparamètres, donc une learning rate, un nombre d'estimateurs, une profondeur maximum des arbres de décision, un subsample à 0,9, c'est-à-dire que chaque arbre de décision intervient sur un sous-échantillonnage de 90% des données, et également un sous-échantillonnage des variables à 70%. Et avec ça, j'obtiens un utility score de 1883 et un accuracy de 0,5241. On est sur un accuracy qui est plus réaliste, qui est légèrement supérieur au hasard, mais sur un utility score cette fois qui est meilleur grâce aux meilleurs hyperparamètres qui ont été obtenus et qui est mieux évalué également sur l'utility score. Et ça me donne un score après submit de 3041. Ensuite, j'ai apporté une autre amélioration qui a consisté à utiliser la fonction time series split de scikit-learn et de faire 3 splits chronologiques. Et j'ai amélioré la learning rate et le sous-échantillonnage des variables. Et j'obtiens cette fois un utility score de 4037, donc qui est meilleur que le score précédent. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'implémenter les features financières de type MACD dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai rajouté en entrée du modèle les variables de type MACD pour voir si ça a aidé le modèle à mieux performer. Il s'avère que cette technique dégrade les performances de mon modèle. Donc, en l'état, je n'ai pas retenu les features MACD telles que je les ai implémentées. Comme j'ai dit sur l'analyse des features temporelles, c'est vrai que les features MACD, peut-être qu'elles sont déjà implémentées par JStreet de toute façon. Et on ne peut pas le savoir facilement puisque les features sont anonymisées. Pour poursuivre dans cette voie, il faudrait essayer d'autres valeurs de fenêtres glissantes, d'autres combinaisons de features pour les MACD. Donc, c'est un travail que je n'ai pas poursuivi dans ce projet. Je n'ai pas retenu les features MACD pour la suite. Ensuite, j'ai fait une recherche d'hyperparamètres avec validation croisée. Donc, j'ai mis en place une stratégie de split que j'ai encore améliorée en m'inspirant d'un notebook fourni par l'un des compétiteurs. On a en fait 5 splits, c'est-à-dire que le training set qui est représenté, donc on a tous les échantillons ici en abscisse. Le training set est découpé en 5 splits et en 5 folds plus exactement, on les appelle 5 folds. Et sur chacun de ces 5 folds, je fais un split entre un training set en bleu et un test set en rouge. Et je laisse un écart temporel entre le training set et le test set pour éviter le data leak au maximum. Donc, ça, c'est la stratégie de split des données qui servent à l'entraînement et à l'évaluation du modèle. Ensuite, pour les modèles optimisés, la stratégie que j'ai employée, c'est un notebook de prototypage sur Kaggle qui est un peu moins précis, mais qui permet de prototyper sur le site Kaggle, avant ensuite de passer sur le cloud de AWS, le cloud d'Amazon, où j'ai effectué un script d'hyper-optimisation des paramètres, ce qui me donne des résultats. Ces résultats, je les analyse dans un notebook d'analyse qui me permet de retenir les meilleurs modèles que j'entraîne sur un script d'entraînement sur AWS. Et ensuite, les modèles, je les soumets à la compétition sur le notebook de Submit de Kaggle. Donc, la recherche d'hyperparamètres, pour cela, j'ai utilisé l'algorithme de recherche séquentielle HyperOpt, qui est un algorithme qui permet d'identifier plus rapidement que le hasard ou plus rapidement qu'une recherche exhaustive les meilleurs hyperparamètres. J'ai optimisé comme score l'utility score total sur les 5 splits sur un ensemble d'hyperparamètres que j'ai évalué. Ce que je peux dire sur le résultat de l'optimisation que j'ai réalisé, quand je regarde sur les différents runs qui ont été réalisés avec HyperOpt, j'ai représenté ici 5 graphiques boxplot qui correspondent aux 5 splits et je constate une forte disparité des scores sur l'ensemble des 5 splits.
Et donc, on n'a pas le test 7 final peut très bien refléter tout ou partie de ces splits-là, voire même une répartition qui pourrait être un peu différente. Donc, on voit que l'enjeu ici, c'est d'obtenir un modèle qui soit le plus polyvalent possible sur l'ensemble de ces splits. On constate que le split 1, c'est celui qui est le moins corrélé aux autres, et les splits 3 et 5 sont assez corrélés si on représente ça avec le coefficient de Spearman. En termes de résultats, ça m'a permis de shortlister les 5 meilleurs modèles de chaque split, sachant que le split 5 obtient des scores largement supérieurs aux autres. Et ça me donne finalement un meilleur modèle qui correspond au split 4 sur le test 7 public caché de la compétition. Donc, j'obtiens un score à 5359 avec ce modèle-là. Ensuite, j'ai lancé une autre batterie de recherche d'hyperparamètres en ajoutant cette fois l'hyperparamètre gamma, qui est un hyperparamètre de régularisation qu'il est recommandé d'optimiser après les autres hyperparamètres. Et donc, j'ai effectué à nouveau une recherche d'hyperparamètres en ce sens, ce qui m'a donné à nouveau une batterie de résultats. Et ça m'a donné le fait que le meilleur modèle avec gamma performe en fait moins bien que sans le paramètre gamma sur le test 7 de la compétition. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur mon test 7 local, le meilleur modèle avec gamma, c'est celui qui performe mieux que les autres modèles. Néanmoins, pour cette compétition, j'ai quand même retenu le modèle qui performe le mieux sur un test 7 jamais vu par mon modèle, donc le test 7 public de la compétition, c'est-à-dire le test 7 sans le paramètre gamma, qui est le premier modèle que j'ai retenu. Ensuite, j'ai recherché des améliorations complémentaires, à nouveau sur cette base-là. Et j'ai mis en place une amélioration qui a consisté à faire les prédictions de la variable de retour de l'instance n-1. En fait, la variable de retour, c'est donc ce que rapporte le trade. Et je me suis parti du principe que ce serait intéressant de savoir combien nous ont rapporté les prédictions qui ont été faites par le passé, par le modèle. Or, là, dans le cadre de la compétition, on ne va pas nous donner accès à ces prédictions-là. C'est-à-dire que mon modèle n'aura pas accès directement à combien ces prédictions lui rapportent. Alors que dans une situation réelle, on aurait accès quand même à ces informations-là. Mais dans le cadre de la compétition, ça n'est pas le cas. Donc, j'ai cherché à faire un modèle qui est capable, à partir des données à un temps t, de prédire combien nous ont rapporté les prédictions au temps t-1. Et ça me fait une variable supplémentaire, une feature supplémentaire que je peux fournir en entrée de mon modèle principal. Donc pour ça, j'ai fait un découpage en 4 folds et en 3 splits. Donc on voit les 3 splits ici en rouge, bleu clair et bleu foncé. J'ai entraîné un modèle de base chargé de prédire le retour de n-1 sur le training set en rouge. Ensuite, j'ai le modèle principal qui est entraîné sur le split du milieu. Donc, ce modèle principal qui est entraîné sur le split du milieu, il prend en entrée toutes les variables, toutes les features de la compétition, avec en plus la prédiction du modèle de base sur quel est le retour qui a été obtenu à l'itération précédente. Donc et enfin, le test 7 en bleu foncé sert d'évaluation finale sur mes tests 7 qui sont locaux. Et donc, cette approche, ce qu'elle a permis, c'est une amélioration du score. J'ai pu passer à un score de 5821 sur le test 7 public caché. Donc, c'est donc le meilleur modèle final que j'ai retenu pour cette compétition. J'ai tenté également des améliorations complémentaires qui n'ont pas amélioré les performances. J'ai tenté de supprimer certaines dates qui étaient un peu particulières parce qu'elles correspondaient à un contexte financier bien particulier. Donc le score est moins bon. J'ai essayé de conserver les données des splits 4 et 5 uniquement, qui sont les splits qui performent le mieux en général, mais le score que j'obtiens au final est moins bon. J'ai essayé de supprimer certains types de données avec un poids qui est égal à 0, qui n'influe pas sur les prédictions finales. Les prédictions sont moins bonnes également. Et j'ai essayé également d'avoir une approche de type régression, c'est-à-dire que j'ai essayé de prédire directement le montant de la valeur du retour plutôt que d'être dans une démarche de classification. Les scores sont moins bons également, mais ce qui est intéressant avec l'approche régression, c'est que sur le split 3
en particulier, les scores obtenus sont meilleurs, même si au global, ils sont moins bons. Donc, l'approche régression pourrait également être retenue par la suite et être creusée de différentes façons pour pouvoir essayer d'améliorer les performances. En termes de perspective, donc, sur ce sujet, on pourrait mettre en place des approches d'ensemble learning. Donc, on pourrait creuser l'approche métamodèle que j'ai déjà commencé à mettre en place en partie en faisant un modèle de base qui prédit les retours de l'instance N-1. Donc, on pourrait, en entrée de ce métamodèle, on pourrait fournir également un cluster. On pourrait faire tourner un algorithme de clustering. J'ai pu montrer plus tôt dans la présentation que l'approche clustering était intéressante. On pourrait également introduire l'approche de la régression dont j'ai parlé. Et la prédiction RESP T-1, on pourrait la faire intervenir sur les features, différentes features à T-1, T-2, T-3, et pas seulement se limiter à T-1. On pourrait également creuser les aspects de feature engineering liés aux séries temporelles dont j'ai pu parler en testant différents lags temporels et d'essayer de faire différentes moyennes glissantes. On pourrait imaginer par exemple la moyenne, la past day average, c'est la moyenne sur le jour précédent, et d'ajouter ce type de calcul en entrée du modèle. Et également, l'approche réseau de neurones pourrait être intéressante. Elle a pas mal été utilisée sur cette compétition dans des notebooks publics. On pourrait mettre en place une approche ensembliste de réseau de neurones avec par exemple un réseau de convolution qui n'a pas été beaucoup utilisé par les autres compétiteurs dans ce type de problématique. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et on arrive maintenant à la partie questions. Ok, ben, écoute, moi je trouve que la présentation elle est claire, elle est complète. Donc, je n'ai pas forcément de questions précises sur le contenu de ce que tu as exposé. J'aimerais bien t'entendre parler un petit peu de ton expérience sur Kaggle, parce que ça fait quand même maintenant pas mal de semaines que tu es sur la compétition. Où est-ce que tu as recueilli des informations qui étaient intéressantes? Est-ce que tu as interagi avec la communauté? J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de l'aventure compétition Kaggle. Oui, pas de problème. Alors effectivement, le Kaggle, donc, qui est un site communautaire de data science, ça a été vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses dans cette compétition et j'ai aussi pas mal interagi avec la communauté. Dans cette présentation, j'ai pu montrer par exemple les différents notebooks de modélisation auxquels j'ai pu accéder. J'ai pu montrer, j'ai pu partager moi-même des choses aussi, c'est-à-dire que mon notebook sur l'analyse d'autocorrélation, par exemple, et mon notebook où j'analyse différentes features temporelles, j'ai pu montrer des choses par rapport à ça et échanger avec les compétiteurs sur, par exemple, est-ce que l'approche d'utiliser les données de T-1 pouvait fonctionner ou pas. Donc, tout le monde n'a pas le même avis, donc c'était intéressant d'échanger dessus. J'ai pu apprendre des choses concernant l'ensemble learning, c'est-à-dire les techniques qui consistent à entraîner un modèle de base qui fait des prédictions sur un sous-ensemble de la problématique qui ensuite peut être réutilisé par un métamodèle. J'ai appris pas mal de choses autour de ça en regardant en fait ce qu'indiquaient d'autres compétiteurs, et j'ai appris aussi pas mal de choses sur le split des séries temporelles, ce que j'ai pu montrer avec ce qu'on appelle le Purge Group Time Series Split, où en fait on a des splits qui respectent l'enchaînement temporel des données et qui laissent un écart entre les données d'entraînement et les données de test. Ça, c'est un exemple de choses aussi que j'ai appris dans la communauté. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant de voir que dans une compétition comme celle-là, chacun a ses objectifs. C'est-à-dire qu'on a ceux qui ont des objectifs purement liés à la compétition et donc qui ne vont pas forcément révéler tous leurs secrets. Mais on a aussi des personnes qui ont des objectifs uniquement de partage, puisque le site Kaggle valorise aussi beaucoup le partage d'informations. Et donc, du coup, cette approche-là permet aussi d'apprendre des choses
plutôt avancé également des autres compétiteurs. J'ai commencé également, là on ne le voit pas dans ce projet-là, mais je vais continuer un peu sur cette compétition et mettre en œuvre une approche autour de réseaux de neurones. Et donc j'ai pu voir des compétiteurs mettre en œuvre un système de réseau de neurones à base d'auto-encodeurs de façon à essayer de supprimer le bruit dans les features. Donc j'ai pu apprendre des choses aussi par rapport à ça. Et également, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en équipe avec deux autres personnes de la formation pour poursuivre et aller plus loin. Et donc, pour la suite de la compétition, on va être à trois pour essayer de produire le meilleur modèle. Bon, j'ai déjà pu aujourd'hui faire un modèle. Donc, ce n'est pas forcément là dans la présentation parce que c'est tout récent, mais j'ai mis en œuvre un modèle d'ensemble learning qui fait la moyenne des prédictions entre mon meilleur modèle et l'un des meilleurs modèles que j'ai trouvé sur les notebooks publics. J'ai pu soumettre ce modèle et obtenir un score qui est également intéressant, qui est de l'ordre de 7000. Et donc là, on voit ici la soumission de ce modèle avec un score de 7823, ce qui me place pour l'instant 300e au classement temporaire de la compétition sur un total de 2353 équipes. Donc, sachant que ce score risque de fortement baisser au fur et à mesure que les meilleurs compétiteurs vont rentrer dans cette compétition qui se termine mi-février. Mais j'espère aussi que mon modèle va pouvoir progresser après cette formation. Voilà. Super, tu as anticipé ma deuxième question qui était sur l'approche réseau de neurones parce que on est tombé d'accord sur le fait que tu allais présenter seulement une partie de ton travail sur le projet Kaggle et que c'est l'état de ton travail il y a à peu près 2 semaines en fait. Donc il y a eu des choses qui se sont passées depuis, entre autres le travail sur un modèle à partir de réseaux de neurones. Donc c'était ma deuxième question, tu y as répondu sans même que je te la pose. L'histoire des équipes, c'est intéressant aussi, c'est assez nouveau, on n'en avait pas parlé la semaine dernière, donc c'est aussi un aspect sympa de ce genre de compétition, c'est que tu peux te connecter un petit peu plus, de manière un petit peu plus proche avec des gens en particulier pour partager vraiment tout ce que tu fais et puis des idées. Donc, c'est très bien. Écoute, de mon point de vue, on est bon, donc je vais arrêter l'enregistrement et puis on peut discuter un peu. Très bien.